Bonjour, bonjour à tous, chers collègues, chers docteurs, chers doctorants du Business Science Institute. C'est vraiment avec un très grand plaisir que Nathalie, Martin, alors Martin qui pour des raisons de décalage horaire nous rejoindra un peu plus tard pour la présentation en anglais, et moi-même contribuons à l'ouverture de cette semaine internationale virtuelle de Vils virtuelle, pour vous présenter un ouvrage sur la recherche qualitative témoignages dans les sciences de gestion. Alors cet ouvrage-ci, il est parti d'un constat fort que nous partageons, à savoir que la recherche qualitative est une recherche tout à fait importante dans le domaine des sciences de gestion, mais que toutefois, elle est souvent cantonnée à certaines des disciplines de la gestion, en laissant d'autres plutôt sur le bord de la route. Alors, cet ouvrage-là est destiné à montrer en fait que la recherche qualitative, elle irrigue l'ensemble des disciplines de gestion. Si nous passons à la slide suivante, Nathalie. Oui. Donc, cet ouvrage comporte 10 chapitres et c'est le résultat d'un travail d'équipe de 20 contributeurs, 20 professeurs, membres du Business Science Institute, un ouvrage qui illustre l'énergie collective des talents individuels stimulés par un même projet. L'ouvrage poursuit un objectif pédagogique de formation doctorale pour les doctorants, les managers doctorants engagés dans un DBA au sein du Business Science Institute. Donc, il est destiné aux managers doctorants. Les contributeurs, slide suivante, merci Nathalie, donc les 20 contributeurs qui appartiennent à des disciplines de gestion différentes, stratégie, marketing, finance, contrôle de gestion, système d'information, opération, management des ressources humaines. Ces 20 contributeurs, donc, ont écrit cet ouvrage qui comporte 10 chapitres sur le slide suivant. Le premier chapitre, le développement de la recherche qualitative dans les sciences de gestion, fait un point sur l'état de l'art de la recherche qualitative. Le chapitre 2 porte sur la fabrique de la stratégie via une approche multicas. Le chapitre 3 porte sur le contrôle de gestion et la grande consommation, l'outil utilisé, la méthode utilisée principalement ici est celle de l'observation participante. Le chapitre 4 s'intéresse au marketing des services et au rôle des co-clients via des entretiens de groupe, des incidents critiques et de l'observation. Le chapitre 5 s'intéresse au management des systèmes d'information et à l'appropriation d'une nouvelle application collaborative via une étude de cas approfondie. Le chapitre 6 porte sur la finance et l'entrepreneuriat via des études multicas et des entretiens. Le chapitre 7 s'intéresse à la mobilité interne et au talent via des incidents critiques et une étude de cas approfondie. Le chapitre 8 porte sur la gestion des opérations et la transformation digitale via des groupes de discussion. Le chapitre 9 s'intéresse à l'organisation et aux acteurs réseau, à la recherche-action. Le chapitre 10 est un chapitre qui porte sur la recherche qualitative pluridisciplinaire et le projet développé
au sein du Business Science Institute le projet de CoData. Alors, un très grand merci, chers collègues, à vous tous qui, dans vos différentes disciplines de gestion, nous avez fait confiance et avez coécrit et coproduit cet ouvrage avec nous. Passons. Voilà. Alors, le premier chapitre porte sur un état de l'art de la recherche qualitative et je vais laisser le soin à Nathalie de l'introduire. Alors, dans ce chapitre, c'est pas tant un état de l'art, c'est plutôt une signalisation qu'un état de l'art complet. Et c'est surtout pour mettre en contexte les méthodes de recherche qualitative en sciences de gestion pour les doctorants managers qui vont ensuite voir comment elles ont été utilisées dans ces différentes disciplines que Françoise vient de présenter. Donc, c'est vraiment pour contextualiser un petit peu et pour expliquer un petit peu, au fond, la raison de notre démarche et la raison de la valeur ou la valeur de la recherche qualitative. Alors, on commence par un historique qui explique comment elles ont émergé et comment elles ont grandi dans sciences de gestion, en recherche en sciences de gestion. Ensuite, nous développons une argumentation qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas que la nôtre, évidemment, mais qui les met en contraste par rapport aux méthodes qualitatives et en disant qu'elles permettent d'apporter de nouvelles manières de voir avec des réflexions théoriques peut-être plus originales et qui permettent aussi d'affronter les défis contemporains, dirons-nous. Ensuite, nous mettons un petit peu plus en détail les différences entre les méthodologies quantitatives et qualitatives, en mettant l'accent sur le fait que les méthodologies qualitatives sont réflexives, cycliques, itératives, qu'elles sont encastrées dans un contexte précis, qu'elles s'intéressent à la réalité sociale, qu'elles ont tendance à utiliser des données non traditionnelles et des tas de types de données, et qu'elles permettent de se poser des questions de recherche nouvelles, voire même iconoclastes. Pour illustrer la singularité des approches qualitatives, nous utilisons 3 exemples sur un sujet de recherche aussi sur 2 méthodes qualitatives en expliquant comment elles peuvent être utilisées de façon quantitative et de façon qualitative pour bien marquer la différence. Et nous concluons en disant qu'une approche qualitative est plus un cheminement que juste un ensemble de techniques, et aussi en offrant un petit peu quelques réflexions brèves avec aussi des conseils aux doctorants managers sur comment mélanger avec des méthodes mixtes, et en disant qu'il y a certainement des façons de le faire qui exploitent la différence et l'hétérogénéité de la recherche qualitative avec par exemple, en tirer des enseignements plus approfondis des données quantitatives, donc de façon plus souple, plus flexible et peut-être plus originale que c'est fait traditionnellement. Voilà. Donc ça, c'est le chapitre 1. Alors, le chapitre 2 porte sur la fabrique de la stratégie études multicas par le professeur Christophe Torset. Christophe n'a pas pu nous rejoindre ce matin. Christophe a travaillé sur le rôle des individus dans les processus stratégiques collectifs et avec un angle d'attaque intéressant, puisqu'il se focalise sur des acteurs qui ne sont pas identifiés habituellement comme des stratèges dans leur organisation. Alors, sa question de recherche, c'est comment et pourquoi les différents niveaux stratégiques contribuent-ils à la réflexion stratégique de leur organisation? C'est une recherche en stratégie fondée sur des données textuelles issues d'entretiens et analysées de 2 manières: quantification et analyse de contenu, démarche multicas avec 83 entretiens, alors une phase qui permet de repérer des régularités,
afin de catégoriser et d'identifier des schèmes configurationnels des processus. Et puis, une phase d'étude de cas qui permet d'approfondir l'analyse de ces configurations en analysant les rationalités de ces acteurs. En termes de résultats, Christophe met l'accent sur les différents rôles des dirigeants, cadres, intermédiaires et cadres professionnels, les principaux modes de décentralisation dans les grandes entreprises et les déterminants de la décentralisation. Ensuite, on a le chapitre 3 par Damien Mouret. Damien est actuellement présent. Merci Damien. Donc, si tu veux. Eh bien, écoutez, tout d'abord, bonjour à tous. Donc, je suis Damien Mouret, je suis professeur des universités actuellement en Polynésie française et rattaché à l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Je voulais tout d'abord commencer par remercier Françoise, Nathalie et Martin pour m'avoir donné l'opportunité justement de livrer un témoignage dans cet ouvrage que je pense sera très utile aux doctorants, notamment de DSI. Je partage avec la plupart d'entre vous le fait d'avoir moi-même été un professionnel en activité dans différentes entreprises. J'ai été contrôleur de gestion en usine chez Unilever, puis en ressources humaines au niveau du groupe Carrefour. Et enfin, j'ai été pendant 5 ans directeur du développement des performances en supply chain management au niveau de Carrefour Europe. Et j'ai commencé à faire ma thèse après. Donc, le travail, on va dire, de théorisation est venu une fois que j'avais terminé finalement ces expériences professionnelles. Et en fait, j'ai voulu finalement relater le travail de terrain que j'ai entrepris pendant plus de 14 mois au sein du groupe Carrefour, puisque j'ai eu la chance de participer à une démarche innovante de partenariale entre Carrefour et 16 fournisseurs internationaux de produits de grande distribution comme Nestlé, Carrefour, Unilever, Danone, etc. Et donc, pendant 14 mois, j'ai dû vivre tous les aléas du travail de terrain, puisque j'étais sur le terrain pendant 3 à 4 jours en moyenne par semaine. Je participais au moins à une dizaine de réunions par semaine. Je devais produire aussi des éléments chiffrés, notamment des indicateurs, des tableaux de bord pour permettre aux acteurs de faire sens justement de ce qui se passait au niveau de la gestion de leur catégorie. Et en fait, j'ai donc fait un travail de terrain extrêmement intense avec une très grande immersion sur un terrain complexe. Et j'ai voulu, dans ce chapitre, revenir un petit peu sur voilà, comment tout ça s'est passé, quels ont été les problèmes que j'ai rencontrés concrètement, comment j'ai essayé de me positionner sur un terrain, comment j'ai maintenu mon interaction avec le terrain. Toutes ces questions, je pense, ne sont pas forcément toujours traitées d'une façon, on va dire, pratique, sur la base d'un exemple concret. Et donc, j'ai voulu, sans tricher, sans embellir, mais en montrant au contraire que ce travail de terrain est parfois vague, parfois extrêmement difficile, parce qu'on est complètement exposé en permanence à un système social dans lequel on s'immerge pour gagner de la familiarité. Et en fait, c'est une expérience extrêmement intéressante, mais qui est aussi très exigeante du point de vue de l'activité concrète du chercheur sur le terrain. Étant en contrôle de gestion, j'ai aussi beaucoup lu sur cette discipline et j'ai été très surpris de voir que on ne s'intéressait pas beaucoup, si vous voulez, aux situations concrètes où on engage des chiffres comptables, des outils de gestion. Ce n'est pas forcément le mainstream. Le mainstream, c'est plutôt de raisonner à un niveau plus macro en recherchant des relations de causalité, mais on ne s'intéresse pas vraiment à ce qui se passe concrètement dans des réunions, par exemple. Et en fait, pour avoir pendant plus de 12 ans été un producteur de chiffres, pour avoir observé comment les managers utilisent ces chiffres à d'autres fins que la fameuse rationalité dont on suppose qu'elle existe. Et effectivement, moi, j'ai vu que le chiffre était mis en scène, que les processus de quantification étaient politiques, qu'on utilisait des chiffres pour s'adresser aux autres de façon relativement par allusion, on va dire. Et donc, il y avait autre chose que de voir le chiffre finalement comme étant une représentation du réel qui serait objective et exacte. Et que ce qui m'intéressait, c'était de regarder finalement comment les chiffres pouvaient être utilisés pour gérer des interactions, et notamment la face des participants qui se retrouvent, si vous voulez, en coprésence physique dans des réunions qui sont complexes. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire ce terrain.
Et effectivement, je décris donc toute la pratique qui a été la mienne. Déjà, entrer sur le terrain, ce n'est pas évident. Il faut négocier son entrée. Il faut accepter de faire ce qu'on vous demande de faire, même si vous n'avez pas forcément envie de le faire. Il faut payer de sa personne. Et ce que j'ai fait, ça s'apparente beaucoup à ce que Erving Goffman a appelé, si vous voulez, l'observation participante, mais qui, chez Goffman, ne signifie pas passer 3 jours pour regarder ce qui se passe. Hein. C'est un processus extrêmement complexe qui nécessite de s'assujettir complètement à la situation sociale que l'on vit, de faire l'expérience des vicissitudes qui assaillent aussi les acteurs de l'organisation. Et pourquoi on fait tout ça? Parce qu'on est obligé d'avoir une familiarité avec le terrain, ce qui ne veut pas dire qu'on devient membre de la famille, mais ce qui veut dire, c'est que cette familiarité que l'on gagne par le travail que l'on effectue pour le système social, eh bien, nous permet d'avoir une place qui est légitime, une place qui est attribuée. Et donc, ça peut être assez paradoxal, mais on peut observer en paix qu'à partir du moment où on est finalement considéré comme étant un membre du projet dans lequel qu'on souhaite justement observer. Et donc, cette observation participante, si vous voulez, elle suppose de s'assujettir complètement à la vie organisationnelle. C'est ce que j'ai fait. J'ai réalisé beaucoup de besognes, travail besogneux, mais quelque part, ce que j'y ai gagné, c'est une liberté d'action absolument extraordinaire au sein du terrain, une capacité aussi de pouvoir réorienter le recueil de données au fur et à mesure que l'évolution de la théorisation évoluait. Et tout ça, ce sont des choses qu'il faut bien avoir en tête parce que quand on veut faire une recherche qualitative et qu'on veut vraiment s'ancrer dans les pratiques organisationnelles, eh bien, il faut être en mesure de pouvoir périodiquement ajuster le recueil des données pour pouvoir continuer à théoriser. Juste pour, donc vous lirez naturellement, j'espère, avec intérêt ce chapitre, je reviens sur des épisodes, sur des scènes marquantes, sur des événements saisissants qui ont complètement réorienté ma façon de comprendre ce qui se passait. Et finalement, je me suis orienté vers l'étude de la dramaturgie de ces relations, et j'ai étudié comment le chiffre était utilisé pour gérer la face des participants dans des situations ambiguës, complexes, où il y a énormément de choses qui se passent, mais aussi où les acteurs exposent leur face à d'autres. Et il faut faire attention parce qu'on est très émotionnellement attaché à la face qu'on présente aux autres. Et il faut savoir utiliser parfois des moyens détournés pour signifier que ce sera un non à la demande qui est faite, pour faire des allusions qui seraient embarrassantes de faire de façon explicite. Et j'ai pu montrer finalement comment les chiffres étaient utilisés dans ces processus de gestion de face dans des situations complexes. Puis vous aviez les CEO des 2 organisations, tout le monde était là autour de la table. Alors juste 2 événements. Donc j'ai mis en évidence ce qu'on appelle les propriétés existentielles des chiffres. On a un auteur qui s'appelle Follmer a montré que les chiffres avaient des propriétés calculatoires, symptomatiques et existentielles. Les chiffres se relient à d'autres chiffres, ils se relient à des réalités, mais ils se relient aussi à d'autres personnes dans une situation sociale. Et ça, c'est un premier apport. Et le deuxième apport important, c'est de théoriser finalement cette pratique concrète du chercheur sur le terrain au travers du concept de chercheur caméléon, qui englobe juste 3 considérations. La première, c'est de dire que ce n'est pas du tout un obstacle épistémologique à être sur le terrain, c'est au contraire une nécessité épistémologique qu'il faut savoir assumer et qu'il faut savoir justifier par son appartenance à justement un paradigme, par exemple, interprétatif ou une philosophie de la recherche comme, par exemple, le pragmatisme. Deuxièmement, c'est qu'être sur le terrain, ce n'est pas uniquement recueillir des données, c'est aussi co-construire la signification des situations d'action avec les acteurs. Effectivement, la troisième considération, c'est qu'aussi, il faut réfléchir en tant que chercheur qui s'expose sur un terrain à la position qu'on va adopter parce qu'il faut éviter d'être discrédité. Et donc, il faut simplement prendre ses précautions pour pouvoir continuer à rester sur un terrain où on peut être éjecté à tout moment. Voilà, donc j'ai un peu dépassé mon temps et j'en suis désolé, mais j'espère en tout cas que vous aurez l'intérêt à lire cet ouvrage. Merci Damien. Ensuite, on a professeur Goodarzi sur le marketing. Si on pouvait se limiter un petit peu à 5 minutes, ça serait bien. Merci Marc. Merci. Bien, bonjour à tous. Écoutez, je suis moi aussi très heureux de participer à cet ouvrage, en représentant quelque part le marketing, mais c'est vrai qu'en marketing, on a une culture très, très quanti,
études quantitatives, mais il y a quand même énormément de recherches purement qualitatives, hein, pas simplement un préalable à une étude quantitative, mais purement qualitative. Et donc, on en a beaucoup. Dans cet article, en fait, là dans le chapitre rend compte d'un article qui a été publié dans Recherche et application marketing. Notre point de départ, c'est de travailler sur les autres clients lors d'une expérience de service. On a appelé ça les co-clients. Et en fait, on a beaucoup d'éléments théoriques de recherche sur comment, par exemple, le personnel et votre relation avec le personnel en contact, ça vous impacte, ça contribue à faire une bonne expérience. Là, nous, on a voulu se centrer sur comment les autres clients présents dans l'expérience de service vous impactaient. Alors, suivant les expériences, l'intensité de ces interactions est plus ou moins importante. Nous, on a travaillé principalement sur le cas d'une expérience de voyage en train en France. Donc, sur un Paris-Marseille, typiquement, vous avez 2h58 d'interaction avec les autres clients, donc les co-clients, et 1 à 2 minutes d'interaction avec du personnel SNCF. Donc, c'est pour montrer que c'était important. Et on a voulu identifier, en fait, comment ces co-clients nous impactaient, quel était leur rôle. Quel était leur rôle dans la contribution ou dans la création de notre satisfaction. Alors, c'est un sujet qui est étudié en marketing. C'est référencé sous l'angle des interactions entre clients, donc customer-to-customer interaction. Et ce qu'on a voulu faire quand même, c'est qu'on trouvait que les typologies, ce qui existait, étaient assez disparates et on a voulu vraiment essayer d'avoir vraiment une vision la plus large possible de ces rôles des co-clients. Et vraiment, ce que j'ai voulu mettre en valeur en fait, dans le chapitre, c'est l'idée de triangulation des méthodes. On a vraiment essayé d'appréhender cette question à travers plusieurs méthodes. Donc, on a fait des incidents critiques. On demandait à nos répondants de nous raconter une expérience très satisfaisante de voyage en train, très insatisfaisante. Et puis, on a montré qu'en fait, dans ces récits critiques, en fait, les interactions avec les autres clients étaient très, très, très souvent citées. On a eu un design de recherche qualitatif avec des observations que nous avons menées, que les chercheurs ont menées en fait dans le train, mais on a aussi demandé à des voyageurs, on a appelé ça des carnets de voyage, de nous raconter ce qu'ils voyaient en termes d'interaction client. Et puis, on a fait des entretiens de groupe, 2 entretiens de groupe à Paris et à Marseille. Donc, c'est vraiment cette triangulation des méthodes que moi, je voulais vraiment mettre en valeur dans le chapitre et dans la recherche. Et puis, en fait, on a aussi essayé donc, on a identifié toute une série de rôles qu'on a classés en 6 rôles des co-clients. Et puis après, on a essayé de voir si dans un autre terrain, donc là, c'était un club de gym, à partir d'entretiens d'observation, voir si on retrouvait ces mêmes rôles. Donc, on a essayé d'avoir une phase un petit peu de confirmation sur un autre terrain, même si c'est pas ça ne revêt pas la même dimension qu'on peut avoir dans une étude quantitative. Donc, voilà un petit peu l'idée de ce chapitre. Hein. C'est, voilà, on va dire, l'éco-client, c'est l'objectif, mais vraiment, l'enjeu était de montrer une triangulation des méthodes à travers le chapitre. Voilà, j'ai essayé de rattraper, en tout cas de respecter les 5 minutes. Merci. Merci beaucoup, Kian. Ce qui est très intéressant dans votre recherche, c'est l'imagination de mélanger ces différents types de méthodes, comment les utiliser, dans quel sens, dans quel ordre. Et c'est ça qui, pour moi, était intéressant sur le plan de Kelly. Ça représente bien ce qu'on peut faire avec du Kelly. On peut faire des tas de choses, en fait. Merci. Pour le chapitre 5, c'est le chapitre de Jessie Palud, qui est de l'EM Strasbourg, et Christophe Elie Kozak de l'Université des Antilles. Il ne pouvait pas être là ce matin. Christophe sera avec nous pour la version anglaise. Alors, c'est moi qui vais vous le présenter brièvement. Alors, ils font aussi ils ont une très bonne section au départ pour situer aussi la recherche quali en système d'information, en recherche en système d'information.
qui est très très bien faite, qui est très utile, qui fait une espèce de petite mini cartographie de comment ça a évolué et comment eux se situent dedans. Alors, leur terrain est dans une grosse compagnie d'assurance et ils se sont concentrés sur l'application d'une nouvelle application, d'un nouveau logiciel. Et pour ensuite étudier ça, ils se sont aussi concentrés sur le concept de bricolage, qui est une façon particulière d'appréhender la notion d'appropriation d'une nouvelle technologie par les acteurs sociaux. Alors, ce qu'ils font aussi très bien dans leur chapitre, c'est de montrer comment cette conceptualisation correspond à leur méthodologie et leur approche de terrain. Et donc, les objectifs de recherche étaient donc d'explorer les usages et l'adaptation à ce nouvel outil. Et ils présentent donc aussi la construction, comment ils ont construit leur recherche qualitative, comment ils l'ont problématisé et comment ils l'ont mis en œuvre sur le terrain. Donc, ils ont une très bonne section qui explique les liens entre tout ça. Et ça, c'est peut-être le plus intéressant aussi pour des doctorants managers à comprendre et à regarder pour voir comment le faire pour eux. Parce que c'est souvent là où il y a des difficultés, dans le sens que on a une question, on a une idée, peut-être qu'on va faire le terrain, on voit pas bien, on a peut-être des notions de comment théorisation, concept, mais il faut pouvoir rendre un sens de cohérence à tout ça. Et ça, ils l'illustrent très bien, ils le font très bien dans leur chapitre. Donc, ils ont aussi une description brève des théories du bricolage, qui viennent de l'illustrer Sipora. Et ensuite, ils ont leur exploration empirique, qui est qualitative, interprétative, qui est dans ces compagnies d'assurance. Et ils ont fait ça avec des entretiens qu'ils ont codés, analysés. Ils décrivent très bien comment ils ont fait tout ça. Et ils ont trouvé leurs résultats. Ils n'ont pas mis beaucoup de résultats sur leur diapo, là, mais leurs résultats sont très, très rigolos parce qu'ils ont codé et catégorisé un petit peu les comportements et les usages des individus et des acteurs sociaux à partir des entretiens. Et ils ont des catégorisations comme ils ont des codes, deux façons de coder, les profils des bricoleurs et aussi les dimensions du bricolage. Et dans les profils de bricoleurs, ils ont les bricoleurs nostalgiques, les bricoleurs avant-gardistes et les ingénieurs qui s'approprient la nouvelle application logicielle de collaboration de façon très différente. Et leur contribution dans ce sens-là, c'est de pouvoir mieux comprendre comment les acteurs sociaux s'approprient à leur façon ces nouveaux logiciels, et pour pouvoir ensuite soutenir ce type de changement organisationnel. Voilà donc brièvement le chapitre de Jessie et Christophe. J'espère que je leur ai fait justice. Ensuite, on a professeur Irigoyen et Médécé Gandénion sur leur chapitre en finance. Alors là, je vais passer la parole à professeur Irigoyen, qui est de… Irigoyen, pardon, je suis désolée, qui est de l'IAE de Bordeaux. Bien, merci. D'abord, un mot de remerciement, en particulier à l'égard de Françoise, qui m'a enrôlé, embringué dans cette aventure et au final très satisfait d'avoir contribué finalement à cet ouvrage et d'avoir pris le temps de réfléchir au fond sur une dimension importante justement qui est l'approche qualitative dans le domaine de la finance. Alors, si vous me permettez, j'ai effectivement envoyé ce slide. Je vais quelque peu m'en éloigner pour être totalement dans le cadre des 5 minutes qui ont été demandées et souhaitées. Alors, je crois que d'emblée, il faut remarquer que la réalisation d'une recherche qualitative en finance, c'est un peu une révolution, je dois dire, et j'ai écrit que ça correspondait à une évolution majeure, effectivement, dans la recherche traditionnelle en finance, dans la mesure, si vous voulez, où l'essentiel de la production scientifique en finance repose sur une approche hypothético-déductive et sur une méthodologie quantitative. Pourtant,
Pourtant, si l'on adopte une vision plus historique et que l'on regarde ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années, on se rend compte que on ne pouvait qu'en arriver là, in fine. Pourquoi? Parce que, effectivement, et ce qui est intéressant, c'est de regarder, si vous voulez, les ruptures paradigmatiques qui se sont produites au cours de ces 30 dernières années dans le domaine de la finance et de la théorie financière. On sait très bien l'appétence des financiers pour la modélisation. Un modèle n'est vrai que par rapport aux hypothèses qui le fondent. On a d'abord accordé plus d'importance aux hypothèses qu'aux conclusions. La première évolution, ça a été effectivement d'accorder plus d'importance, cela d'ailleurs suite aux travaux de Friedman déjà en 1975, plus d'importance aux conclusions qu'aux hypothèses. Et puis, si vous voulez, il y a eu je dirais, cette évolution majeure dans la remise en cause des hypothèses elles-mêmes. D'abord, la remise en cause du dogme, j'allais dire, de la rationalité de l'acteur, qui était donc, la modélisation financière était dominée par le modèle classique et néoclassique de l'homo economicus, donc de la rationalité, donc remise en cause de la rationalité, de la parfaite symétrie de l'information, de l'irréversibilité des décisions prises. La théorie des options, c'est l'intégration dans la modélisation financière de la flexibilité financière et donc de la possibilité de la réversibilité des décisions. Et ensuite, bien entendu, la remise en cause de la passivité du rôle du dirigeant. Le grand économiste Baumol se plaisait à dire qu'au fond, le modèle de la firme dans le monde classique, c'était celui de Hamlet sans le prince du Danemark, pour signifier par là la passivité du rôle de dirigeant. On a réintroduit, grâce à des travaux historiques de Mann, puis plus tard de Alkan, Demses, etc., le rôle actif du dirigeant. Autrement dit, toutes ces contestations, cette contestation des hypothèses de base, ont contribué largement à faire évoluer, si vous voulez, la réflexion sur la recherche en finance. Plus je dirais, également, si vous voulez, sur la nécessité, si vous voulez, d'accorder de l'importance aux conclusions. Alors, en fait, qu'est-ce que je veux vous dire par là? Nous avons depuis très longtemps à Bordeaux développé des recherches en finance dans le cadre d'une approche qualitative. Et c'est pour ça que j'avais demandé à un de mes thésards qui a fait une très jolie thèse, Médécé Gandénion, de bien vouloir illustrer précisément par ces résultats ce que peut représenter comme apport à la recherche en finance l'utilisation du démarche qualitative. L'approche qualitative, je dirais trois choses, et je voudrais conclure par là. L'adoption d'une approche qualitative, d'abord, va enrichir et renouveler les problématiques traditionnelles de la finance. Elle va permettre d'aborder des questions qui jusque-là ne l'avaient pas été. Les motivations des investisseurs. Les critères extra-financiers d'appréciation de la performance, ce qui n'a pas été fait. La prise en compte des émotions dans la décision. Deuxièmement, on va mobiliser des approches originales et inhabituelles dans le domaine de la finance. Alors évidemment, dans d'autres domaines des sciences de gestion, c'est habituel, mais pas chez nous. Les études de cas,
les études terrain, qui suppose, comme je l'ai écrit, de perdre son temps. Il est facile de faire tourner des banques de données. On appuie sur un bouton, ça tourne. Ça ne suffit pas. On va s'intéresser au comportement réel des acteurs, on va sur le terrain, on perd son temps. C'est ce que j'appelle la recherche patiente. La recherche patiente n'a pas été l'apanage, si vous voulez, des financiers jusque-là. Et il faut compléter ces approches terrain par la mobilisation d'autres techniques qui sont utilisées habituellement dans d'autres domaines des sciences sociales et humaines, comme les approches lexicographiques. Il est très intéressant, nous l'avons fait à Bordeaux, d'analyser les discours des dirigeants, l'analyse des discours par les études lexicographiques, les rapports, les entretiens, etc. Et enfin, je dirais que l'usage de la recherche qualitative en finance va permettre d'accroître la portée managériale et opérationnelle de la recherche, justement en accordant plus d'importance aux résultats qu'aux hypothèses. Les recherches au cours de ces dernières années dans le domaine de la finance ont trop souvent, en tout cas selon moi, été coupées du réel et de la vie des affaires. La crise des subprimes n'a-t-elle pas révélé, in fine, combien la finance néoclassique avait été impuissante à prédire et à expliquer les désordres et les problèmes rencontrés. Et c'est par cette question que je terminerai ma présentation. Merci beaucoup. On était vraiment ravis d'avoir un chapitre avec cette approche qualitative sur la discipline sur la recherche en finance. C'était vraiment un plaisir de pouvoir avoir votre point de vue là-dessus et vos réflexions. Merci beaucoup, Gérard. Merci à vous. Ensuite, nous avons professeur Jeannant, Anne Jeannant de l'Université de Paris-Saclay, qui vient donc plutôt de la discipline de la gestion des ressources humaines. Merci Anne, à vous. Bonjour, chers collègues, chers doctorants managers. Alors, comme je suis chapitre 7, je me suis dit, j'arrive peut-être en fin de course, j'aurai plus beaucoup de temps, ou si j'ai un problème de micro, voilà, en 30 secondes, ma vision d'un processus de thèse. Donc, vous voyez un doctorant qui a plein de choses dans sa tête, un manager. C'était mon cas avant de commencer cette thèse. Et puis, un processus de thèse qui va permettre de prendre du recul et d'ordonner un petit peu tout cela et d'aboutir à une construction théorique, comme je vais vous l'expliquer dans la slide suivante. Donc, mon sujet de thèse, oui, peut-être si on peut passer à la slide d'après. Merci beaucoup. Mon sujet de thèse a consisté, après 13 ans d'expérience professionnelle, à analyser le lien entre développement des talents des collaborateurs et mobilité interne. Donc, comme un certain nombre d'entre vous, j'ai commencé par travailler pendant 13 ans dans une entreprise, dans une grande banque, et j'avais un présupposé un peu idéaliste qui consistait à croire que la mobilité interne, par les changements qu'elle génère, par la capacité d'apprentissage, par le renouvellement des motivations, permettait d'accroître le talent des collaborateurs. Et puis, je me suis aperçue au fil du temps que ce n'était pas toujours le cas, que de nombreux collègues terminaient leur carrière dans des postes sous-dimensionnés et que ce sujet faisait en fait débat. 4 incidents critiques m'ont permis de déterminer une problématique. Donc, ce sont des incidents personnels que je dévoile dans ce chapitre et qui expliquent un petit peu pourquoi je me suis lancée
dans cette démarche de thèse et d'adopter la posture donc d'un praticien réflexif, ce que vous faites au sein de ce DBA. La recherche a été menée de manière abductive avec des allers-retours sans cesse entre littérature et terrain, l'un alimentant l'autre de manière abductive. J'explique aussi dans ce chapitre pourquoi j'ai choisi de déployer une approche qualitative en GRH. Alors, tout d'abord, j'explique que tout est bon finalement pour la science. C'est la notion d'opportunisme méthodologique développée par Feyerabend. Tout est bon. La science est une pratique anarchiste, en quelque sorte, qui avance cas à cas, qui va réaliser des trouvailles, qui va remettre en cause certains modèles, certaines hypothèses, qui va parfois se fourvoyer. Donc, la science avance toujours vivante et le chercheur s'inscrit dans ce modèle. Donc, tout est bon. Le chercheur a plein de méthodologies à sa disposition et il va falloir choisir l'outil le plus adapté par rapport à la problématique. En GRH, la thèse est aussi l'occasion de réfléchir à un modèle de GRH dans lequel s'inscrire. Et à cet égard, je recommande aux doctorants managers qui commencent une thèse en GRH de lire les travaux de Julienne Brabé qui présentent la GRH en 3 modèles. Un premier modèle qui fait l'hypothèse de la convergence entre dimension économique de l'entreprise et dimension sociale, qui est le modèle instrumental. Un deuxième modèle qui montre qu'il existe des divergences entre les acteurs, mais qu'il est possible de construire une harmonie à long terme. Et puis un dernier modèle qui est celui de la gestion des contradictions, modèle que j'ai retenu, qui explique que les contradictions, les tensions sont irréductibles dans les organisations, mais qu'elles sont porteuses de progrès. Le chapitre décrit ensuite le temps du terrain, le temps des entretiens, comment on les mène, cet échange finalement dans l'entretien qui est, je dirais, cadeau-cadeau entre l'intervieweur, le chercheur et puis la personne interviewée. J'explique aussi le processus de codage et je montre comment j'ai pu analyser mes résultats selon 2 processus, une approche orientée variable et puis une approche cas, puisque j'ai mené ces entretiens dans 3 entreprises principales qui ont été choisies pour leur diversité. Pour finir, ce chapitre s'achève sur 4 recommandations que je pourrais donner, qui sont tirées de mon expérience de cheminement doctoral. La première recommandation est de mettre en place une véritable gestion de projet. Une thèse, c'est une gestion de projet. La deuxième recommandation est que la thèse est un long chemin, qu'il ne faut pas se décourager. Et j'explique que tout au début, alors que j'entamais un chantier de rénovation de maison, mon petit garçon de 5 ans m'avait dit « Maman, une thèse, c'est bien plus long et bien plus difficile que de construire une maison. » Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut sans doute avoir en tête. La thèse, c'est aussi l'expérience de l'inattendu. Et donc, c'est savoir lâcher des certitudes qui sont rassurantes, surtout quand on est un professionnel, on a une certaine légitimité professionnelle. C'est parfois difficile de savoir lâcher ses certitudes et de se lancer dans l'inconnu, mais c'est une aventure intellectuelle absolument passionnante qui nous récompense amplement. Et puis enfin, une bonne thèse, c'est aussi une thèse finie. Et il y a un moment où il faut savoir achever l'ouvrage et se dire que c'est une petite pierre dans cette recherche qui pourra être polie par la suite à de nombreuses occasions. Voilà, je termine donc la présentation de cet ouvrage en remerciant, en remerciant Françoise, Nathalie et Martin de m'avoir invitée. Merci beaucoup de m'avoir permis de pouvoir réfléchir sur ma recherche qualitative. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne. Ce qui est aussi fascinant dans ce chapitre et dans la façon dont tu viens de le présenter, autant que Damien, c'est l'approche réflexive et le lien avec les expériences professionnelles, donc le lien entre qu'est-ce que c'est d'être un professionnel et d'apprendre de faire de la recherche, et comment les deux se nourrissent. Et Damien a fait la même chose aussi dans sa présentation, ce qui était aussi très... Donc, il y a des liens là. Et dans le chapitre d'Anne en particulier, il y a aussi
une très bonne illustration de l'approche cyclique abductive. C'est aussi très, très intéressant d'expliquer ça clairement et ça, c'est utile, je crois, pour des doctorants managers. Alors, donc, merci bien. Ensuite, on a Frédéric Ponsignon qui est de la Kedge Business School. Alors, malheureusement, il ne peut pas être là non plus. Donc, je vais présenter brièvement son chapitre qui est sur la gestion des opérations et la transformation digitale. Alors, un petit peu comme en finance, la recherche en gestion des opérations tend à être plutôt rationaliste et quantitative, alors que les situations et la réalité des entreprises et des chaînes d'approvisionnement sont très complexes et difficiles à représenter de façon quantitative. Donc, ça le mène à se poser la question de recherche sur comment explorer et comprendre la fonction de gestion de la qualité et comment elle peut jouer un rôle et quel rôle elle peut jouer dans l'accompagnement d'un processus de numérisation d'une entreprise, donc de transformation digitale. Et pour pouvoir accéder à ces interprétations et ces compréhensions de comment ça peut se faire, il a utilisé des groupes de discussion pour pouvoir explorer, décrire et expliquer, aller vraiment au fond de différents points de vue, de perspectives de différents acteurs. Alors, le groupe de discussion, c'est aussi intéressant d'avoir un chapitre qui utilise les groupes de discussion en détail. Je crois qu'on a aussi ça avec le chapitre de Damien Mouret. Mais ici, il le fait de façon très uniquement des groupes de discussion et il explique ça très clairement. Donc, chaque phase et comment il a préparé tout ça. Donc, dans un groupe de discussion, c'est un groupe de discussion qui est focalisé. Donc, il y a des questions prédéterminées, mais en même temps, parce que c'est un groupe, ça permet d'être ouvert et d'avoir une flexibilité, de pouvoir être ouvert sur des nouvelles idées qui émergent de la discussion. Il a donc fait 9 groupes de discussion, 1h30 chacun. En tout, ça représentait 63 gestionnaires de la qualité. Les groupes ont été animés par 2 chercheurs et les groupes ont été, chaque groupe a été construit en 2 phases, 45 minutes chaque phase. Dans la première phase, ils ont utilisé la technique du brainwriting. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est faire écrire des choses aux participants et les faire circuler. Donc, les gens ajoutent des choses. Donc, c'est du brainwriting. Ça s'est dérivé du brainstorming, mais c'est par écrit plutôt que par oral. Bon, on peut parler aussi, mais il y a une trace écrite. Ensuite, ces énoncés sont examinés collectivement, triés et organisés et représentés en diagramme d'affinité, puis discuter, rediscuter encore par les personnes participantes. Donc, c'est vraiment une espèce de co-création collective. Ça mène à une analyse basée sur la théorie enracinée, qui a ensuite été encore validée, qui est validée par les personnes participantes. Donc, c'est une analyse très détaillée et très en profondeur. Ça a mené à des résultats intéressants sur comment développer et s'approprier des compétences et acquérir des compétences structurelles et contextuelles uniques. Donc, dans le chapitre, il montre quelles sont toutes ces compétences qui ont donc été proposées, discutées et élaborées par les groupes. Ainsi qu'une feuille de route qui a 4 étapes et des activités principales. Et là, il fournit ces résultats. Donc, c'est des résultats très ancrés et aussi très utiles sur le plan de l'impact managérial. Alors, l'expérience dans son ensemble a permis aux responsables, à ces 63 gestionnaires de la qualité, une occasion absolument sans précédent de repenser leur travail et la manière dont ils contribuent au succès de
de la transformation digitale dans leur entreprise. Donc, un très bon exemple de comment faire des groupes de discussion avec une optique fondamentalement qualitative, mais aussi orientée sur des résultats qui soient actionnables. Donc, ça, c'était pour le professeur Ponsignon. Ensuite, on a un chapitre par Yvon Pesqueux et Nancy Saliba qui sont là tous les deux. Donc, je vais vous passer la parole. Merci. Merci. Alors, nous nous sommes, Nancy et moi, partagés les deux ateliers. Nancy étant d'éducation anglaise, animera plutôt le second atelier en anglais. Alors, première chose, la thèse qu'elle a réalisée est construite sur la théorie de l'acteur réseau à partir d'une situation qui est la crise des déchets à Beyrouth, à partir du modèle de l'intéressement. Donc voilà les trois éléments importants. Première chose, la théorie de l'acteur réseau est une alternative à la théorie des parties prenantes qui relève du schème structural et qui a comme caractéristique d'être plutôt statique. On est ici dans le schème actantiel et l'ANT est un renouvellement du schème actantiel. En sciences de gestion, la référence classique était Crozier-Friedberg, dont l'unité d'analyse est l'individu et dont le moteur est l'intérêt. Donc, on est sur un renouvellement. Dans les deux cas, d'ailleurs, chez Crozier-Friedberg comme chez Acriche-Calon-Latour, le monde social est mis à plat, mais c'est ça que ça a en commun. Mais à la différence de la théorie des parties prenantes, on est dans l'organizing, c'est-à-dire l'organisation qui est en train de se faire, et non pas dans l'organisation au sens statique du terme. L'ANT présente l'avantage et la difficulté suivante, c'est que c'est une théorie de l'innovation, c'est une méthodologie autour de la notion de réseau, et c'est une méthode à partir du modèle de l'intéressement, qui est une méthode extrêmement codifiée et donc extrêmement commode à utiliser. D'un point de vue théorique, la richesse de l'ANT est son positionnement transdisciplinaire, dans la mesure où son point focal d'origine, l'innovation, est un concept qui traverse au moins deux disciplines que sont la sociologie et les sciences de l'action. C'est une méthodologie qui a enrichi le schème actantiel, avec la tension actant non humain dans le travail effectué ici, c'est le déchet qui fait organisation, et actant humain, c'est-à-dire des groupes sociaux qui se sont articulés autour. Elle relève enfin de la méthode, puisqu'elle propose une manière d'interpréter les discours recueillis par enquête, qu'il s'agisse de réponses à des questions ouvertes ou la collecte de récits de vie. L'objectif principal a été, dans ce travail, de comprendre les modalités de gestion des déchets qui se sont mises en place avec l'intervention d'une pluralité d'acteurs constitutifs d'un réseau social, et la rédactrice de ce travail, qui était une des actrices de la construction de ce réseau. Et donc, il y a un lien extrêmement intéressant entre l'usage de l'ANT et la recherche-action, qui est un autre type de recherche dont on avait peu parlé jusque-là, mais que je mets directement sur la table en parlant de recherche-action. Je propose de passer à la diapositive suivante. Bon, la diapositive suivante, c'est évidemment l'extrême commodité que représente le modèle de l'intéressement, puisque ces différentes phases permettent de mettre en perspective ce qui se passe à partir d'une interaction entre ici un actant non humain qui est le déchet et les différentes catégories d'agents sociaux qui vont s'articuler autour des déchets. Ce travail, d'ailleurs, reposait sur deux autres hypothèses complémentaires. Le déchet dans le réseau fait apprentissage sur les deux registres, celui de l'apprentissage en action de Nonaka Takeshi et celui de l'apprentissage cognitif, c'est-à-dire le changement des représentations des personnes, des agents sociaux, des personnes constitutives des agents sociaux qui apprennent. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, ce réseau est également un lieu de genèse d'une gouvernance, une gouvernance émergente de la gestion des déchets autour de cette situation
qui était la crise des déchets à Beyrouth, qui est, hélas, toujours la crise des déchets à Beyrouth. Je dois souligner en conclusion, ressouligner en conclusion le lien étroit qui s'établit entre l'usage de l'ANT et une méthodologie plus large, qui est la recherche-action, dans la mesure où, à ce moment-là, la personne qui intervient dans l'univers qui est celui qu'elle étudie peut en même temps être actrice, là en l'occurrence, pour ce qui concerne même. Merci. Slide suivant. Merci Yvon. C'était aussi intéressant d'avoir un chapitre qui aborde la recherche-action. Ah oui. Merci beaucoup. Et voilà donc maintenant le dernier chapitre. Et là, on a Chantal Furer de La Réunion et Olivier Lavastre de Grenoble, l'IAE de Grenoble, qui sont là pour nous présenter leur travail. Oui, merci Nathalie. Bonjour à tous. Donc, c'est aussi avec un grand plaisir que nous présentons ce chapitre, le professeur Olivier Lavastre et moi-même Chantal Furer. Nous le présentons au nom de notre équipe, puisque les autres co-auteurs, je pense à Aurélie Dudésert, Florence Laval, Jean Moscarola et Michel Calica, s'excusent de ne pas être avec nous en ce moment, puisque en ce moment même, ils sont en train de présenter notre travail dans une session parallèle. Voilà, donc de quoi parle notre chapitre? C'est un retour d'expérience sur une innovation méthodologique, sur un design de recherche très original, tout à fait particulier. Et dans ce chapitre, on va en fait vous expliquer l'envers du décor de cette expérience pour le moins inédite. Nous sommes partis avec un objectif qui était de comprendre l'impact de la crise sur le management, la crise liée à la Covid-19 sur le management, pour pouvoir accompagner les entreprises. Et nous voulions avoir un impact managérial fondé sur une rigueur scientifique, et nous avons réussi en un temps plus ou moins limité, avec un rythme relativement soutenu du début à la fin. Et ce chapitre raconte donc l'histoire de ces 6 chercheurs, tous membres du Business Science Institute, mais en même temps tous différents par rapport aux différentes disciplines des sciences de gestion et du management, par exemple. Certains d'entre nous travaillent plutôt sur le supply chain management, d'autres en marketing et en système d'information, d'autres en gestion des ressources humaines, en management des systèmes d'information ou encore en management stratégique. Bref, nous étions tous différents en termes de discipline d'appartenance, si on peut dire. Nous étions également différents en termes de préférences méthodologiques et différents en termes de posture épistémologique. De plus, nous étions géographiquement dispersés. Par exemple, nous avions des collègues qui étaient de Grenoble, à Poitiers, certains étaient à Annecy, d'autres à Lyon, à Évry, et moi-même à l'île de la Réunion. Et d'ailleurs, certains d'entre nous ne connaissaient pas l'ensemble de l'équipe au début de l'aventure. Mais néanmoins, nous étions tous animés par un seul et même objectif qui était, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'observer ensemble les impacts de la crise sanitaire liée à la Covid-19 sur le management pour accompagner les entreprises. On a utilisé un outil commun qui est le Sphinx pour faire cela. Donc, par conséquent, de mars 2020 à février 2021, nous avons réalisé toute une série d'enquêtes, enquêtes narratives, murs d'images, questionnaires, focus group. Nous avons analysé les données et nous avons produit collectivement et individuellement toute une série de travaux à impact managérial. Et vous trouverez donc dans ce chapitre comment nous avons procédé, comment nous avons puisé dans cette base commune et enfin
nous donnons aussi à la fin du chapitre quelques illustrations des résultats que nous avons obtenus. Voilà, on m'avait dit 5 minutes en tout, donc je laisse sans plus tarder la parole au professeur Olivier Lavastre qui va vous expliquer comment nous avons vécu cette expérience. Voilà, oui. Merci. Merci Chantal. Après les 4 mousquetaires, après le club des 5, voici les 6 du BSI. 6 chercheurs du BSI pour une aventure. Je ne le ferai pas en anglais, celui-ci. Pour une aventure scientifique extraordinaire. Extraordinaire au sens hors de l'ordinaire. Professeur Führer l'a précisé tout à l'heure, on était tous différents. On ne se connaissait pas forcément tous, avec des méthodologies différentes, avec des épistémologies différentes. Et tout ça, ça a permis de créer un design de recherche très particulier. Vous voyez sur le slide quelques idées qu'on aurait pu développer pour faire un peu plus long. Mais on a créé en commun ensemble, c'est-à-dire on a travaillé ensemble, on a collecté ensemble, on a codé ensemble, on a analysé ensemble. Et avec beaucoup de plaisir aussi à travailler ensemble. Et c'est ça qui était intéressant. Et finalement, on s'est regroupés ensemble autour d'un objet, la crise et ses conséquences sur le management, et aussi autour d'un outil. Et finalement, l'outil proposé par Sphinx nous a permis d'avoir un outil de visualisation qui pouvait être considéré comme un objet intermédiaire de dialogue. Et ça nous a permis de nous regrouper, de travailler ensemble. Et l'idée de ce chapitre, et c'est le sous-titre, le projet Co-Data Lab, je vous invite à assister à l'autre présentation dans quelques minutes qui présentera justement le projet Co-Data Lab, qui est finalement la suite logique, ou en tout cas une des suites possibles de ce projet sur lequel nous on a travaillé. Et le projet Co-Data Lab vise à impliquer non plus seulement 6 enseignants-chercheurs du BSI, mais finalement un petit peu toute la communauté du BSI. Voilà, merci beaucoup. Merci Olivier, et bon courage au Club des 6. Merci. Alors, on arrive en fin de présentation de cet ouvrage. Je vais renouveler au nom de Nathalie et de Martin et de moi-même tous nos remerciements les plus chaleureux à vous tous, enseignants-chercheurs de disciplines de gestion extrêmement différentes. Merci de nous avoir fait confiance et de vous être embarqués dans ce projet d'ouvrage qui revendique l'idée d'une défense et illustration de la recherche qualitative en sciences de gestion. C'est vraiment la ligne éditoriale que nous avons avec vous poursuivie. Merci aussi aux professeurs Beaulieu, Kalika et Martinet qui dirigent la collection du Business Science Institute pour également nous avoir fait confiance. Et enfin, nous espérons que les managers doctorants trouveront plaisir à lire cet ouvrage, s'engageront, quelle que soit leur discipline, dans la recherche qualitative, une recherche qui est propre à enrichir et renouveler les pratiques traditionnelles, Gérard le soulignait, une recherche aussi qui se veut être une recherche utile pour les organisations, pour les problèmes de management qui se posent, utile pour les décideurs et, in fine, créatrice de valeur. Une recherche qui est supposée également accroître la portée managériale des travaux que nous menons et donc qui débouche sur des impacts managériaux, sociétaux et aujourd'hui environnementaux. Merci à tous.